Salut, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons voir le mur de soutènement. C'est quoi un mur de soutènement? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir construire une maison? Par exemple, vous avez acheté un terrain à pente et vous voulez construire et votre technicien vous a parlé du mur de soutènement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ok, si ça vous est déjà arrivé, alors regardez, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que dans cette vidéo, nous allons évoquer le sujet du mur de soutènement. Je vais vous faire comprendre que le mur de soutènement, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas assez de moyens. Parce qu'il y a les murs de soutènement qui se renversent, il y a les murs de soutènement qui lâchent. Donc si vous ne voulez pas faire un travail 2 fois ou alors N fois, quand on dit N fois, c'est pour dire que vous pouvez faire 2 fois, ça tombe, vous faites 3 fois, ça tombe. Je me souviens en 2019, quand je commençais, c'était même pas 2018, parce que j'ai commencé en 2017. Quand je parle de commencer, je parle de l'entrepreneuriat, j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2017. Donc, dans mes débuts, il y a un client qui avait déjà construit sa maison, c'est-à-dire il avait repoussé la terre. Il a repoussé la terre et puis il a fait son R+3 au calme. Au calme. Donc, mais apparemment, on lui a dit qu'il faut qu'il fasse un mur de soutènement. Vous savez ce qu'il a fait? Il a appelé un maçon, le maçon a érigé les parpaings, a élevé les parpaings de 15. Donc il a fait ça comme une clôture. Le résultat de course, première pluie, il n'est pas dit deuxième pluie, première pluie, nous étions au mois de juin, je pense. Juin ou juin, comme ça. Donc, c'était l'une des premières pluies, ça je me souviens très bien. Avec un peu de vent là, il est venu le matin, il a trouvé que le mur de soutènement était tombé sur l'immeuble qu'il avait déjà construit parce qu'il était au niveau du toit. Donc le mur de soutènement s'est renversé carrément. Et comme ce sont les parapets, bon, ça n'a pas trop d'impact sur le bâtiment. Certes, le bâtiment va recevoir un choc, mais ce n'est pas suffisant quand même pour renverser l'immeuble. Ça dépend de l'impression d'action-réaction. Ça dépend si les actions, qu'est-ce que le force de mur de soutènement peut faire sur un immeuble et puis sur lequel il y a des. Donc ça s'est émietté, on est venu le matin, on a trouvé les caillasses partout. Le mur avait lâché. Ok, donc le mur de soutènement c'est quelque chose qui lorsque vous n'avez pas les moyens, ça ne sert à rien de lancer le mur de soutènement, ça ne sert à rien de chercher à faire un mur de soutènement, ça ne va pas donner. Ok, donc première des choses, si vous voulez éviter le mur de soutènement, c'est de chercher à acheter un terrain plat. Okay? Si votre terrain est plat, on ne vous parlera jamais de mur de soutènement. Les terrains plats, c'est pour les pauvres. Laissez les terrains en pente riche. Ok? Je ne dénigre personne, mais chaque personne doit connaître son niveau dans la vie. Il faut qu'on se dise la vérité. Après 6 ans, avec passé avec vous les clients, je peux savoir en fait, il peut comprendre la psychologie même du bâtisseur. 6 ans à vous côtoyer, 6 ans à travailler dans les projets de petite et moyenne envergure. Moi, je peux dire qu'il y a les gens qui n'ont pas assez d'argent. Il y a les débrouillards qui veulent construire les immeubles, qui veulent faire des trucs. Avant de budgétiser tout ça, tout commence sur l'achat du terrain. Votre budget doit être calé à partir de l'achat du terrain. Lorsque vous avez acheté un terrain qui est accidenté, évaluez les coûts y afférents pour transformer cette zone accidentée à une zone viable. C'est-à-dire qu'il faut penser à la viabiliser. Viabiliser, c'est pour dire qu'un endroit où on peut vivre. Vous avez bien dit terrain accidenté. Un terrain accidenté, c'est un terrain où on ne peut pas vivre. Ok, imaginez un peu, je vais changer le contexte. Imaginez par exemple
un axe accidentogène par exemple. Quand on dit déjà que cet axe-ci est accidentogène, c'est pour dire que là-bas, le pronostic vital est réduit. C'est-à-dire que si tu réussis à traverser cet axe-là, si on dit par exemple que axe, je vais dire quoi, ou bien tronçon Makepe Misoke, Pépanda, Boko Misoke, Pépanda. Si on dit que l'axe là c'est un axe embouteillé, c'est pour dire que quand tu empruntes cet axe-là, tu as tous les risques d'arriver en retard. Ok? Maintenant, si on dit maintenant que c'est un axe accidentogène, c'est pour dire que si tu prends ces risques, si tu empruntes ces voies-là, tu as tous les risques de mourir, de passer des vies à trépas, je sais pas, de faire un accident à l'hôpital, tout ça. C'est ce que ça veut dire, accidenté. Maintenant, lorsqu'on ramène ça à la culture, lorsqu'on dit que le terrain est accidenté, à votre avis, c'est quoi? C'est pour dire que si vous construisez là-bas, il y a plus de chances que votre investissement soit perdu en fait. Disons les choses telles que sont, sans masque. Okay? C'est pour dire que si vous partez construire là-bas, il y a toutes les chances que le projet que votre investissement soit perdu. Okay? C'est ce que ça veut dire. Donc, ça c'était l'introduction. Et nous serons terminés cette introduction sans parler de la définition, sans définir vraiment ce qu'on entend justement. Un mur de soutènement, nous allons dire qu'un mur de soutènement, c'est un ouvrage. Okay? C'est un ouvrage comme tout ouvrage. Comme par exemple une fondation, une dalle. Ce sont les ouvrages. Okay? Un poteau, c'est un ouvrage. Donc, comme un poteau, ce qu'on fait un poteau, c'est un ouvrage. Une fondation, c'est un ouvrage. La maçonnerie, c'est un ouvrage. Okay? Donc, on va dire donc que un mur de soutènement également, c'est un ouvrage qui consiste, okay, à retenir les poussées de terre. Okay? Et il n'y a pas que les poussées. Lorsqu'on prend une terre peut glisser. C'est-à-dire, vous construisez votre maison en vous éloignant du mur peut-être de 5 mètres. C'est-à-dire que vous observez un recul de 5 mètres par rapport à la limite du mur de soutènement, à la limite du talus. Lorsqu'on dit qu'il y a glissement, ça peut dire qu'après peut-être 10 ans, vous observez que le talus là, alors les terres là, se sont avancées vers votre construction. D'ailleurs, c'est peut-être 2 mètres. Cela, c'est pour dire que le terrain a glissé. On parle de glissement de terrain. Et en cas de glissement de terrain, si ça a glissé, si vous avez observé 5 mètres, parce que vous dites que bon, même si il y a n'importe quoi, ça ne peut pas tomber carrément et venir sur la maison. Il y a des maisons comme ça, partout. Je ne peux pas citer un endroit, parce que je ne peux pas me prêter à ce genre-là partout. J'en ai vu à Douala, j'en ai vu à Yaoundé. C'est comme ça que le pauvre, c'est-à-dire celui qui n'a pas les moyens de faire justement, pour exploiter, généralement c'est ce qu'il fait, c'est-à-dire construire la maison au centre et c'est entouré de terre partout. Et pour lui, il pense que c'est cool. C'est cool s'il n'y a pas de glissement, parce que s'il y a un glissement, ça va avancer vers ton bâtiment et puis tu vas te retrouver dedans. Donc c'est un peu ça, un mur de soutènement. Donc un mur de soutènement, c'est un ouvrage qui est conçu pour éviter ce glissement-là, mais aussi le renversement. Pourquoi renversement? Parce que si peut-être il y a le talus en bas et qu'il y a une personne qui a conçu en bas, il y a une personne qui a conçu en haut, c'est-à-dire une personne conçue en amont et l'autre personne construit en aval. Lorsqu'une personne construit en amont, l'autre personne construit en aval, celui qui est en haut là, il va exercer une charge supplémentaire sur ce mur-là.
ou alors sur le talus. Et s'il y a par exemple un problème, le sol peut se renverser. Okay? Lorsqu'on parle de renversement, ce sont les moments. Donc c'est tout. Un moment, c'est quoi? C'est toute force qui tend à renverser. Souvent une rotation. Okay? C'est le moment. Donc, il y a une force, il y a un bras d'énergie. Le moment, c'est la force multipliée par le bras d'énergie. Et généralement, ça tend à renverser. Donc, le but de soutènement, c'est cet ouvrage-là qui tend à réduire le mur. Donc, le mur de soutènement, lorsqu'on le fait, c'est pour réduire toutes les terres, pour empêcher aux terres d'avancer, okay, pour aller sur votre voie. C'est l'objectif, c'est qu'il reste sur place pour que votre bâtiment soit sécurisé, votre immeuble soit sécurisé. Pour l'empêcher, mieux comme là, pour empêcher aux terres de glisser, de se renverser, de s'enfoncer dans le sol et tout, c'est comme par rapport. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire un mur de soutènement. Et un mur de soutènement, souvent c'est évalué au montant des niveaux. C'est-à-dire si tu veux faire R+3, tu peux te rendre compte que rien que pour faire le mur de soutènement, c'est l'équivalent d'un niveau. C'est-à-dire R+3, c'est peut-être le rez-de-chaussée. Rien que tu vas dépenser au rez-de-chaussée, tu peux automatiquement dépenser ça en mur de soutènement. Et un conseil que je peux vous donner, c'est que si vous voulez vous lancer dans un mur de soutènement, faites l'effort de bien faire pour ne plus jamais refaire. Parce qu'il y a des gens qui font le mur de soutènement 3, 4, et c'est à la 5e fois qu'ils mettent encore de l'argent. Et lorsqu'on calcule tout, ils sont plus perdants. Donc si vous avez déjà acheté un terrain qui est accidenté et que vous aimez et que vous insistez à acheter ce terrain, alors il faut investir ce qu'il faut sur le mur de soutènement. La bonne nouvelle, c'est que si vous faites un mur de soutènement, si vous voulez faire un mur de soutènement d'une hauteur inférieure à 3 mètres, c'est vérifié. C'est vérifié parce que même dans les routes, quand vous voyez les enrochements en flanc des talus qu'on fait sur le voie routier, là, vous avez déjà vu, on a construit un voile là-bas, c'est-à-dire un mur en béton en mur. Non, ce sont les murs poids. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez utiliser les murs poids pour stabiliser le mur de soutènement, pour stabiliser les terres, autant pour moi. Vous pouvez utiliser le mur poids pour stabiliser les terres. Le mur poids là est constitué de gravillon et de ciment. Et généralement, c'est ce que vous voyez les moellons, autant pour moi, les moellons de ciment. C'est ça généralement qu'on appelle l'enrochement en fin de talus. Donc c'est sous forme de talus et puis on fait l'enrochement. Okay. Ça peut tenir. Ça a déjà fait ses preuves. Et la preuve que même les grandes entreprises telles que les Razels, les Satom, dans les projets routiers, la plupart ils utilisent ce système-là. Vous pouvez l'utiliser aussi sur votre projet, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer la texture après maintenant en faisant lissage, tout ça, pour que ça ait une texture de mur. Il n'y a pas de souci, ça fait le travail. Mais maintenant, le problème c'est que si en haut, parce que ceux qui font ça, quand tu veux copier, il faut connaître les raisons qui ont poussé cette entreprise-là à réaliser ça. Lorsque vous voyez que lorsqu'ils font l'enrochement, au-dessus, il n'y a pas de surcharge. Maintenant, si au-dessus, tu comptes exploiter, peut-être déposer aussi un bâtiment là-bas. C'est pour dire que là-bas, il y aura les charges. Et là, la méthode, elle ne marche pas. Parce que si au-dessus de ton talus, au-dessus, tu fais le mur de soutènement, au toit du mur de soutènement, il y a une maison qui va se déposer en haut. C'est ça qu'on appelle la surcharge. Et la charge là va augmenter les poussées des terres. C'est-à-dire que le poids, les forces latérales qui agissent sur les parois du mur de soutènement, il faudra tenir compte des surcharges lors du dimensionnement de ton voile. Sinon, il y aura les problèmes. Sinon, le mur de soutènement va avoir les problèmes. Raison pour laquelle ce n'est pas conseillé d'utiliser le mur poids lorsqu'il y a déjà une surcharge en haut. Donc, quand vous regardez les roues, là, vous n'avez pas quelque chose en haut. Généralement, c'est parce qu'on sait que c'est comme ça. Voilà. En haut, il n'y a rien. C'est la nature, il n'y a rien. Mais si déjà, dans la construction, ce qui peut faire en sorte que
qu'on n'utilise pas ça, ce qui peut justifier le fait qu'on n'utilise pas ça, c'est parce qu'en haut, généralement, lorsqu'on fait le seulement, généralement, c'est pour faire une construction en gradin. C'est-à-dire, tu as un terrain en pente, tu divises, tu fais le seulement, et puis tu récupères en haut. Okay. Quand tu récupères en haut, c'est que tu y aura les charges en haut. Okay. Et ça fait, ce sont les charges qui vont s'ajouter aux forces latérales, aux pressions latérales qui sont déjà un obstacle pour ton mur de seulement. Et tout ça, ça peut entraîner un renversement de ton mur. La raison pour laquelle, à partir de là, il faut utiliser un mur de seulement en béton armé. Et un mur de seulement en béton armé, il est constitué de deux parties essentielles. Il y a le voile et sa semelle. Bien évidemment, les deux doivent être solidaires, c'est-à-dire qu'on tisse la semelle de fondation avec le fût de façon solidaire. Okay. Et là maintenant, il faut mener la partie de la fondation là à deux parties. Il y a comment ça s'appelle, il y a le patin. Le patin, c'est la partie qui est du côté du bâtiment, de votre terrain, et de l'autre côté, il y a le talon. Okay, donc voilà les deux parties. Le talon, c'est la partie qui est ancrée du côté des terres. Le patin, c'est la partie qui regarde le bâtiment. Donc, il y a deux parties. Il y a le patin et il y a le talon. Et au-dessus, maintenant, il y a le voile. Le voile, c'est une masse. Le voile, c'est un mur en béton armé d'épaisseur 15, 20, 25, 30, en fonction du dimensionnement. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Et c'est ça qui est généralement utilisé dans les constructions, dans les bâtiments. Je vais donner la raison, parce que généralement on construit en gradin. Donc quand on va construire en gradin, il faut tenir compte des sous-charges. Sinon, ce n'est pas vraiment très important. Et il faut connaître déjà pourquoi est-ce que tu fais de ce moment, quelles sont les forces en présence, quelles sont les forces qui vont agir sur le mur. Et en fonction de ça, maintenant tu prépares la riposte. Et c'est là où maintenant ça stabilise le mur seulement. Derrière le mur de seulement, pour protéger le mur seulement aussi, il faut tenir compte que par système gravitationnel, autant pour moi, en bas il faut mettre les moellons, pourquoi pas, prévoir un système de drainage, les barbacanes, les 5-15 en haut, ou ça. Par-dessus tout maintenant, au-dessus, il faut tenir compte, il faut mettre un dispositif d'étanchéité pour empêcher aux eaux pluviales, souterraines, tout ça là, pour pouvoir s'infiltrer dans le sol. Parce que de pouvoir s'infiltrer dans la terre. Parce que la terre qui est derrière là, si elle est mouillée, vous voyez que ça va faire en sorte que ça va augmenter le poids de la terre. Et ça va faire en sorte que le poids là aura tendance à renverser. Donc le mur en arrière doit être asséché. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'amuser avec le système de drainage. Il faut vraiment drainer le mur en arrière. Parce que si le mur en arrière est vraiment sec, vraiment le mur de soutènement va tenir pendant longtemps. Mais sur le mur de soutènement, la partie arrière, c'est-à-dire les endroits où il y a les terres, sont mouillés. Si on laisse la pluie continuer à mouiller ça, sans système de drainage vraiment bien réalisé par des professionnels, le mur de soutènement aura des soucis. Et même si c'est bien fait, de temps en temps, tous les mois, il faut vérifier, tous les 2 mois, tous les 3 mois, il faut vérifier s'il n'y a pas la présence des fissures. S'il y a la présence des fissures, il faut aller voir, il faut chercher rapidement la cause. Il ne faut pas attendre que les fissures s'aggravent et que le mur puisse tomber. Parce qu'on peut le faire comme ça et puis après, le système de drainage ne fonctionne pas. Et ça fait en sorte que le mur est attaqué. Et quand le mur est attaqué, il faut aller regarder revoir le système de drainage. Est-ce que
le système de drainage fonctionne bien. Donc il faut bien faire ça. Lorsqu'on crée, si par exemple tu veux faire la maison, observer, par exemple ta maison est le mur de seulement ou une distance de 3 mètres par exemple, il faut prévoir au moins 5 mètres parce qu'il y a une partie en arrière où on va faire ce travail-là. Donc on ne colle pas le mur de seulement à la terre. Derrière le mur de seulement, il y a un travail qui est fait là-bas derrière. Et pas n'importe quel travail. Là-bas derrière, il y a tout un système de drainage qui est mis sur pied. Donc il ne faut jamais mettre le voile en contact direct avec la terre. Ça ne va pas fonctionner. Il faut un espace en arrière libre pour permettre de mettre le gravier, le sable, tout, et mettre en place tout le système de drainage, les barbacan, pour permettre au mur de soutènement de tenir sans problème. Et si vous voulez réduire les dépenses dans un mur de soutènement, il faut éviter de dépasser 4 mètres par exemple. 4 mètres, à partir de 3 mètres en montant, c'est déjà les dépenses. Mais lorsque vous avez mis de soutènement lorsque vous avez mis de soutènement de 10 mètres par exemple, c'est trop. La poussée de terre est grande. Pourquoi? Parce que quand vous voyez le diagramme des efforts de mur de soutènement, la pression elle est forte en bas et elle est faible en haut. Donc ça fait en sorte que le diagramme des efforts est triangulaire. Ça veut dire qu'en bas, la poussée est forte. Et plus vous montez, plus la poussée sera forte en bas. Okay. Et qui dit que la poussée est forte en bas, ça veut dire que si les mesures ne sont pas prises pour lutter contre cette pression-là, ça va lâcher. Okay? Ça va lâcher. Et quand ça lâche, c'est facile pour ta structure que tu as mis en place de se remplacer. Okay. Ou bien de se mettre en mouvement. Quand on dit mouvement, il y a moins de pressionnement, il y a tout peut arriver. Donc, il faut savoir que plus le mur est haut, plus il faut prendre des solutions assez rigoureuses. Donc, par exemple, le ferraillage assez important, un béton assez bien dosé, souvent les normes. Mais si vous n'avez pas les moyens, moi je vous conseille de ne pas dépasser les 3 mètres. Dépasser par les 3 mètres. Vous faites 3 mètres, vous faites le gardien, vous faites 3 mètres, vous faites le gardien, vous faites 3 mètres. C'est comme ça qu'on construit généralement sur le terrain accidenté. Mais si vous dites que vous faites tout le terrassement et vous dressez le mur de soutènement, là ça va être compliqué, vraiment compliqué. Et vous risquez de changer même la méthode. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Eman Conseil. Nous serons ravis de vous revoir dans les tout prochains numéros. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un avis en commentaire. Merci et on est ensemble.